Québec. Allons au fond des choses. Ah, ça, c'est très intéressant. C'est donc mauvais, c'est donc épouvantable. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, juste pour être le trouble-fête, là. C'est une petite danse complexe pour dire Nick Payne. Mais en même temps, on dit il y a des limites à ne pas franchir. Bonjour Nick Payne. Salut vous deux. Salut. Là, c'est un sujet qui est comme un peu difficile à aborder, je trouve, l'entente avec Terre-Neuve, Churchill Falls, parce qu'on n'a pas tous les détails, mais il y en a qui les ont vus, en tout cas, pas mal les détails, puis ils disent que ça a l'air d'être une entente quand même assez bien faite, là, où les deux camps auraient tiré, disons, des avantages de l'un et de l'autre. C'est quoi ta perspective là-dessus? Garde, je te lance. Est-ce que c'était légitime que Christine Fréchette s'entende avant l'élection? Ben, écoute, ça c'est une question politique. Là. Il n'y a pas de réponse noire ou blanc là-dessus. Effectivement, c'est une première ministre nommée, couronnée par quelques personnes. Donc, oui, ça rend plus délicate la prise de décision qui vont lier comme ça les Québécois pour 50 ans. Après, notre système est fait comme ça. Elle est légitime. Moi, je suis légitimiste. Elle est la première ministre en poste, là. Donc, faut toujours bien qu'elle fasse son travail. Alors, tu sais, j'ai une position mitigée là-dessus. Mais moi, sur le contenu de l'entente, nous verrons bien. Puis ça dépend d'où on parle. Selon le Parti québécois, c'était déjà une mauvaise entente à l'origine. Alors là, j'imagine que le PQ va pas se mettre à la trouver bonne soudainement si on a concédé un peu puis d'un côté puis obtenu un peu de l'autre puis qu'au final, c'est 4,30 sous pour une pièce. Oui, mais le PQ dit on veut voir les détails de l'entente. On verra. C'est ça. Fait que je veux dire, comment vous pouvez dire que c'est une mauvaise entente? Non, mais ils disaient ça avant, là, eux, à l'origine. De s'entendre point. De l'entente de 2024, le PQ était prêt à la renier. Là. Alors là, c'est l'entente de 2024 modifiée légèrement. On verra ce que ça sera. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contexte dans lequel elle survient. Et il y a des raisons pour les Québécois de se méfier. Parce que, je dis pas que cette méfiance aura été au final justifiée, mais en tout cas, pour le moment, il faut se méfier pour plusieurs raisons. Parce que, d'une part, le gouvernement Carney s'est mêlé de la négociation et le Canada a des intérêts stratégiques actuellement à ce que ça marche parce que les péquistes vont peut-être être au pouvoir et donc on veut sauvegarder l'unité canadienne et montrer que Christine Fréchette et la CAQ ou quelques gouvernements non indépendantistes que ce soit peut faire des gains dans le Canada et bien s'entendre avec ses voisins. Donc ça vient peser quand même. C'est un motif du fédéral pour faire aboutir cette entente, mais qui peut vouloir dire aussi que c'est pas nécessairement la meilleure entente pour nous. Deuxième motif, toujours pour le gouvernement Carney, essayer de détourner l'attention alors qu'on est en train de nous préparer à des négociations qui vont pas très bien atterrir avec les États-Unis. Hein? Alors, c'est peut-être bon aussi de vouloir là, montrer pour les libéraux fédéraux qu'ils sont capables de livrer la marchandise par ailleurs pour les Québécois et pour les relations interprovinciales. Hein? Elbows up entre nous au Canada. Alors, voici deux provinces qui s'entendent sur un projet de développement énergétique. C'est formidable. Alors voilà une deuxième raison pour le gouvernement fédéral de vouloir que ça marche, mais qui peut vouloir dire que c'est pas nécessairement non plus la meilleure entente pour nous. Maintenant, du côté de Québec, c'est pareil. Là aussi, il y a des intérêts qui sont au-delà, en dehors de notre intérêt à long terme comme contribuable québécois. C'est-à-dire que on a tous vu que Christine Fréchette veut que ça marche parce qu'elle veut montrer qu'elle livre et qu'elle est capable de faire débloquer des dossiers. Grand bien lui fasse. Et tant mieux si elle a réussi à le faire dans notre intérêt. On verra quand les détails seront plus connus de l'entente. Mais voici donc un autre motif qui est étranger au fond de l'affaire. Donc, moi, tout ce bagage-là fait que je me méfie un petit peu. J'aurais peut-être été... J'aurais pas été fâché d'entendre que la négociation n'aboutit pas pour le moment puis que ça va prendre encore un bout de temps. Ben parce que juste rappeler quand même que on a une entente en ce moment, on est lié déjà jusqu'en 2041, puis on parle d'une entente de 1969. C'est ça. Et ensuite on parle d'une entente qui nous lierait pendant 50 ans. D'où le fait que tu dis oui, ben tu sais, il y a personne ici là autour de la table qui est ingénieur, puis même tu sais on entend beaucoup de choses, c'est vraiment le diable va être dans les détails là. On n'a pas l'entente comme telle avec tous les détails, c'est dur de parler de ça quand on n'a pas tous ces éléments là.
là. Mais je suis d'accord avec toi sur l'aspect, ça peut donner cet aspect de précipitation, puis de dire, on est à peut-être quelques jours là du déclenchement officiel des élections, puis on s'en sert, puis on se dit, on va lier quand même toute une génération après avec ça. Et même du côté de Terre-Neuve, là, de ce que je comprends. Bon, je lisais, il y avait un article notamment dans la presse, on disait que Tony Wakeman, là, il serait prêt à renoncer à l'idée de tenir un référendum sur cette entente dans sa province, comme il s'était engagé à le faire pendant la campagne électorale qu'il a remportée. Donc même du côté, il la trouve bonne. Il veut aussi lui accélérer les choses. Québec, on veut accélérer les choses. On a vu l'intervention effectivement de Mark Carney qui a poussé aussi là-dedans. Écoute, peut-être que ça va être très bien, mais ça pose quand même cette question-là. Même, j'allais dire, à la limite, cette entente-là, tu peux dire, c'est pas mal un leg de François Legault. T'sais, là, on est dans les derniers 1000. Ça revient quand même à François Legault, tout ça. Donc, peut-être que, tu dis, il y a quand même un travail en amont. Ça fait longtemps que ça dure. Mais sur le reste, sur des décisions comme ça qui engagent une génération, la population pour des décennies, qui lie le prochain gouvernement d'après, il y a une vraie question à savoir, est-ce que la personne qui est en poste pendant la campagne électorale, surtout dans le contexte Christine Fréchette, où, comme tu dis, elle n'a pas été élue par la population, elle a la légitimité, là, je dis pas qu'elle n'a pas la légitimité d'être première ministre, ça non, se mais passe ça comme compte. ça. C'est un élément qui compte. C'est quand même un élément, là. Même chose pour les fameux millions, si on élargit là-dessus, sur quand tu es en campagne préélectorale, puis que tu engages des millions et des millions, parce que tu veux faire des cadeaux puis des nananes. Parce que la prise de risque, là, moi, je pense à l'entente. Oui, mais toi, globalement, tous ces millions, qu'elle promet, puis Tu sais, quand tu engages les finances publiques pour des générations, parce que c'est ce que ça fait, puis tu donnes des nananes en pré-campagne électorale, puis tout ça, il y a quand même ce côté éthique, je trouve qu'on devrait se poser comme question. Là. Tu permets des largesses pour faire plaisir, pour donner des bonbons. C'est pas pour rien que la CAQ n'est encore qu'à 20 % puis ça bouge plus. En même temps, Karima, tu dis c'est François Legault qui est derrière cette entente-là. Et ensuite, tu dis, Christine Fréchette ce que tu sous-entends, c'est qu'elle aurait peut-être dû attendre le prochain gouvernement pour que ce soit plus légitime. Mais si c'est François Legault qui est derrière ce projet-là, lui, il était légitime, il a été élu en 2022 majoritaire. Je dis que dans cette affaire-là, d'ailleurs, elle qui veut se détacher toujours de la CAQ, François Legault, à un moment donné, il faut aussi rendre à César ce qui est à César. Fréchette, comme disait quelqu'un qu'on connaît. Je dis juste peut-être que c'est moins inquiétant, cette précipitation, parce qu'il y a un travail qui a été fait en amont, puis c'est un leg, c'était François Legault voulait aller là. Mais la précipitation tu sais, on est quand même à quelques jours d'un déclenchement de campagne, là. Puis non, il y a beaucoup d'intérêts politiciens en ce moment qui jouent. Moi, c'est ce qui m'inquiète. C'est ça qui joue en ce moment. Pour nos auditeurs, je veux quand même rappeler que cette entente-là, donc à l'origine, c'était pour permettre au Québec de faire du développement hydroélectrique à Terre-Neuve. Terre-Neuve obtenait quand même quelque chose là-dedans, mais tous trouvent que finalement, avec le recul et avec les décennies, Hydro-Québec paye très, très, très peu pour l'électricité obtenue qui vient du territoire terre-neuvien ensemble. Oui, mais Hydro-Québec a pris des risques énormes. Voilà, j'y arrive. Alors là, la nouvelle entente de 2024 multipliait par 30 le coût d'électricité pour Hydro-Québec, mais ça restait encore apparemment un bon prix. Mais dans les deux cas, c'est le Québec qui assume le risque totalement. Et il existe toujours la possibilité que, enfin totalement ou presque, là. Puis là maintenant, le fédéral vient aider, comme par hasard, là, à la dernière minute. Il y a toujours le risque, par exemple, qu'une nouvelle technologie arrive, puis que tout le Bataclan des barrages électriques, ça ne serve plus à rien dans 10 ans. On ne le sait pas. Alors, tout est possible. C'est possible que ce soit un très mauvais investissement. Donc, il faut quand même être prudent. Il faut arrêter de se sentir mal que ce soit payant pour Hydro-Québec. Et je termine là-dessus. Il y a un élément derrière la colère de Terre-Neuve je sais pas pourquoi, là, on veut pas trop nommer ça au Québec, mais les Canadiens anglais de Terre-Neuve aiment pas ça, être en position où ils n'ont pas un rapport de force face aux Canadiens français du Québec. Ça compte, ça. Voir qu'on est une petite province satellitaire qui fait affaire avec le gros Québec puissant qui a le gros bout du bâton. Et ça vient jouer beaucoup dans l'état d'esprit. Qui s'habitue. Écoute, passe universelle à 95$ pour le transport en commun, c'est proposé par le Parti québécois. Je rappelle que pour un adulte, là, quelqu'un qui n'est pas étudiant et qui n'est pas non plus une personne âgée, la STM, ça frise les 100$. Là. Ben oui, le PQ dit que l'utilisateur moyen pourrait épargner 2200 quelques dollars par année avec cette passe à 95$. C'est donc dire que c'est une mesure socialiste qui va coûter cher. Alors là, moi, je suis pas dans ces mathématiques-là. On verra. Mais je demande à voir le vrai prix de la patente. Maintenant, sur le principe,
j'avoue que moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait un seul prix, un guichet unique, j'ai une passe. Moi, je suis comme bien des Québécois, là. On veut pas le dire, surtout pas dans les médias, parce qu'on veut bien paraître et être progressiste. Mais moi, pour moi, le transport en commun, c'est quand même un pis-aller et une méthode de transport de second rang. Quand je suis mal pris ou quand c'est possible de l'utiliser pour aller quelque part, comme quand on peut prendre le métro, je le fais avec plaisir. Mais généralement, tu sais que tu vas attendre les pieds plantés dans le slot quelque part, qu'il y a des correspondances, que c'est complexe, que ça va être long. Et là, en plus, il faut se gréer de 56 passes différentes. Moi, ça m'est arrivé souvent dans la surtout vie. à Montréal, là. Oui. Ben, quand t'habites Laval, aussi, Longueuil. par exemple, si quelqu'un habite, je sais pas, là, t'es sur la rive sud, la rive nord. 3 services de transport différents, tu vas aller à Laval. Si tu pars là, il y a de les trains de Varennes banlieue. pour venir à Montréal, Moi, bonne c'est chance. arrivé que j'aurais là. pu l'utiliser, mais que l'idée de me procurer les titres qu'il fallait pour ça, ça m'a découragé. C'est trop compliqué. C'est assez cher quand même. Tu sais, pour une fois de temps en temps. Tandis que là, 100 piastres. Ouais. Même si c'était pas mal plus cher que ça, j'aime le principe d'un guichet unique. Alors, je trouve que c'est une bonne idée, oui et non. Dépendant de sous quel angle on la prend. C'est comme si tu aimais l'idée à la pièce, mais l'idéologie derrière, t'es moins sûr. C'est une mesure socialiste qui va encore loger le PQ à gauche. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a quelque chose d'intéressant dans l'idée du guichet unique, à mon point de vue. Oui. Ben après, c'est ça. C'est comment tu... je pense que ça va être de voir de ce montage financier-là, parce que l'idée, c'est à partir de quand le prix fait en sorte que tu délaisses ta voiture. Ça, c'est une vraie question. Ouais. Quand le service n'est pas parfait, et là, on s'entend qu'il est loin d'être parfait, comme je dis. C'est une bonne question. Moi, je trouve ça trop cher en ce moment pour pas prendre l'auto quand je peux la prendre. Chacun ses finances, là, mais... Ça. Donc, est-ce que 95 $ par mois, tu dis, OK, ça me coûte 95 $ au lieu de 200 quelques à peu près en ce moment. Là, si t'es, exemple, sur la Rive-Sud, je pense que ça coûte ça. Là. Si tu es sur les couronnes, si tu veux aller à Montréal, tout ça, je regardais, en fait, ça dépend des zones, là. Mais ça peut aller jusque-là. Tu te dis, bon, finalement, est-ce que ça vaut la peine? Mais je vais quand même me taper 1h30 de transport. Tu sais, il y a ça aussi. Je pense que les gens vont délaisser leur auto si on avait aussi... Si ça fonctionne. Si ça fonctionne, c'est pas juste une question de prix, là. Non, c'est ça. Je pense que le Parti conservateur va proposer un char pour tout le monde. Oui, c'est ça. On paye un char pour tout le monde. On passe mon droit. C'est une ça blague. pourrait être ça aussi. Merci, Nick Payne. Salut. Bye bye.